Alors voilà, on peut se demander si certains Français ont réagi comme Boris Vian avait réagi, mais c'était la guerre d'Algérie, c'était en 1956, cette chanson, Le Déserteur, par rapport et en face aux déclarations d'Emmanuel Macron à son allocution hier à 20h. Devant 15 millions de téléspectateurs, voilà. Et il a dit, on en a parlé au début de l'émission, voilà, il faut faire très attention, il y a une vraie menace russe, il y a une menace russe sur le continent, nous devons continuer à aider l'Ukraine, on ne sait pas ce qui se passe aux États-Unis, est-ce que les États-Unis vont être toujours là ou pas, le doute sur la suite, donc nous entrons dans une nouvelle ère, etc., etc. Pendant ce temps, on voit déjà les réactions russes, un sommet, encore une fois, un sommet exceptionnel européen aujourd'hui, avec les 27 chefs d'État et de gouvernement européens. Alexandre Delval, bonjour. Bonjour. Alors Alexandre Delval, vous êtes géopolitologue, vous avez écrit plusieurs livres, on vous a reçu à plusieurs reprises pour vos livres, et toujours avec intérêt, bien sûr, et plus que ça. Le dernier, Vers un choc global, aux éditions du Toucan, de l'artillerie du Toucan. Alors, est-ce que c'est des bruits de bottes, des bruits de voix, ou effectivement des bruits, à votre avis, des bruits quand même qui annoncent des mobilisations générales, je ne dirais pas un peu partout, parce que d'un côté, on voit Trump et Zelensky, le clash de vendredi, l'apparent rabibochage d'hier, parle de paix, en tout cas Trump et Poutine vont se voir bientôt, et en Europe, c'est exactement le contraire, ou en tout cas pas du tout la même chanson, pas du tout les mêmes paroles, on se mobilise. Qu'est-ce qui se passe à votre avis ? Moi, je pense que ce qui se passe, c'est essentiellement du théâtre. Vous allez voir bientôt l'interview que j'ai réalisée d'un très grand militaire, ancien des forces spéciales, Olivier Krohn, et qui est plutôt pro-ukrainien. Donc il y a vraiment rien de commandé là-dedans ou de suspect. Et dans l'interview qui va paraître bientôt, il le fait un état des forces européennes, mais c'est lamentable. Pour un demi-milliard d'habitants, l'Union européenne, me dit-il, et il confirme ce que disent beaucoup de commentateurs, ne peut pas envoyer plus de 40 000 personnes, mais au grand maximum. Vous voulez dire attendez, Alexandre, il lui dit que toute l'Union européenne ne peut pas envoyer plus de 40 000 hommes, c'est ça ? L'Union européenne plus les Anglais ne peuvent pas envoyer, mais au grand maximum, me dit-il, 40 000 personnes en même temps, parce que pour avoir 40 000 personnes en même temps et en permanence, il faut un roulement, et il faut en avoir à peu près 120 000 de disponibles, et il me dit on ne peut pas faire plus. Alors ceux qui disent oui, on va augmenter les budgets de défense, bientôt on aura une armée européenne, mais ça se fait pas en 3 jours. On n'a pas de gros avions transporteurs, on n'a pas d'avions ravitailleurs comme on l'a vu pour la guerre en Libye, comme on l'a vu au Mali. À chaque fois qu'on fait des petites guerres contre des pays très faibles, très faciles à renverser, même là, pour quelques mois, on a besoin des avions transporteurs, des avions ravitailleurs américains au bout de quelques heures. On n'avait même pas de drones. La France est en retard sur les drones. Nous sommes incapables de livrer la moindre guerre, et il faudra au moins 5 à 10 ans pour pouvoir être un peu moins pire. Ça veut dire quoi ? C'est du gonflement de muscles pour avoir l'air d'être le Churchill, le leader européen qui n'est pas lâche comme les autres, etc. Et ce qui m'a le plus frappé dans ce discours, parce que augmenter les budgets militaires, c'est très bien. Faire une armée française et une coopération de différentes armées européennes pour moins dépendre des Américains, c'est très très bien. Alors peut-être que c'est du mensonge et de l'exagération pour une bonne cause, mais qu'est-ce qui vous a frappé alors dans le discours, Alexandre ? Vous disiez. Ce qui m'a le plus choqué, c'est rappelez-vous vers la fin. Ça m'a vraiment choqué, j'ai tout de suite compris. C'est ce que j'appelle le syndrome Georgescu ou le syndrome roumain. Il dit à la fin, toute vérité n'est pas forcément une vérité. La notion de vérité reste à définir. Il faut voir ce qu'on appelle une vérité. Et il dit, la liberté d'expression ne doit pas être n'importe quelle liberté d'expression, et parfois elle peut être limitée. On nous prépare à un syndrome roumain. Ça veut dire que l'Union européenne confirme sa dérive, les pays de l'Union européenne confirment une dérive qui consiste à nous faire peur avec une menace russe qui est une menace pour les Ukrainiens, mais pas pour nous.
Oui. Aucun pays de l'Union européenne n'est menacé directement. Vous voyez, derrière moi, il y a un tableau. Je viens de faire mon cours en anglais avec mes étudiants internationaux de géopolitique. Et dans la conception classique de la géopolitique, un ennemi, c'est celui qui vous flingue, qui vous égorge dans votre baignoire ou sur votre terrasse. Bien sûr. Qui vous Ça, envahit c'est un physiquement. Ouais. Il vous envahit physiquement votre territoire, il attaque physiquement votre population et il détruit vos institutions. Donc la Russie est incontestablement l'ennemi de l'Ukraine. Mais elle n'est pas encore l'ennemi des pays baltes, même si ça pourrait. Et elle l'est absolument pas pour la France. Donc on nous ment quand on nous dit que la Russie est l'ennemi existentiel. C'est pour ne pas parler de l'autre ennemi. C'est ce que j'ai écrit dans mon livre en 2018, Les vrais ennemis de l'Occident. On nous parle de l'ennemi russe pour ne pas parler de l'ennemi interne. Et je regrette de le dire, mais M. Vance a tout à fait raison lorsqu'il a dit aux Européens, la menace existentielle qui peut vous faire disparaître, ce n'est ni la Chine et sa concurrence, ça c'est un problème économique, ni la Russie, sauf pour l'Ukraine, parce que là il parlait à l'Union européenne, bien sûr. Européenne, et c'est une menace interne, c'est l'immigration non contrôlée et le terrorisme islamiste, bien sûr, mais c'est aussi vos reniements à vos propres valeurs de John Locke et de la démocratie et de tout ce qu'on nous dit tout le temps. La liberté va être réduite de plus en plus, et Macron l'a carrément préparé hier au nom d'une menace russe. La bonne chose de ce discours, c'est que en exagérant la menace russe pour la France, qui n'en est pas une, ça va permettre de faire admettre aux gens des sacrifices pour augmenter les budgets militaires. Le problème, c'est que plutôt que de prendre sur la bête et le mammouth et de limiter les énormes défenses, l'IFRAP, qui est très sérieuse, ça fait plein d'études, on pourrait économiser des dizaines de milliards sur les dépenses inutiles et les trafics. Oui, on l'a dit depuis longtemps, ça, oui, tout à fait. Eh bien non, on va ponctionner les Français en leur disant, pour les endormir, on ne va pas augmenter les impôts, mais on va augmenter des prélèvements obligatoires, on va réduire les retraites, on va dérembourser les médicaments, alors qu'on n'enlève pas les cartes fraudées. Oui, mais pire, Alexandre Delval, attendez, il y a deux choses que vous venez de dire qui me paraissent quand même importantes. C'est que, en fait, sous le prétexte de combattre la Russie, on va combattre la liberté d'expression, quelque part. Je veux dire, en schématisant. Regardez, un exemple concret que même un anti-russe pourrait dire, un anti-russe primaire pourrait dire. On n'a jamais interdit Al Jazeera, une télévision qui a relayé Ben Laden pendant des années et qui a fait le relais des révolutions arabes au profit des frères musulmans. Al Jazeera, le pays qui aide les talibans et les Somaliens djihadistes, les fameux pirates somaliens djihadistes, d'Al-Shabaab, etc. Al Jazeera n'a jamais été interdite. Et une dizaine de chaînes arabes développent chaque jour, même sur des fréquences libres, même pas payantes, des déversements de haine antisémite. Ça n'a jamais été interdit. Et Al Jazeera, qui a carrément aidé des terroristes, qui a relayé également le Hamas, mais pas que le Hamas, je parlais des Shabab et des Daesh et compagnie. Mais par contre, on a interdit RT, qui ne menaçait pas existentiellement les Français en les attaquant sur les terrasses. Là, on a interdit RT. En Roumanie, on a arrêté et mis en résidence surveillée. On a empêché quelqu'un qui remontait dans les sondages après l'annulation de sa première victoire. On nous prépare à ce que ça devienne normal dans les pays européens de faire taire des gens qui n'ont pas un discours atlantiste, l'atlantisme devenant de plus en plus européiste, puisque si Trump lâche un peu l'atlantisme deviendra la structure de défense unique de l'Union européenne. Mais alors justement, Alexandre Delval, c'est très intéressant, intéressant, en même temps très préoccupant et peut-être même terrifiant, ce jeu à front renversé. C'est-à-dire comment même où Trump dit, écoutez, pour des raisons d'ailleurs pas seulement évidemment morales et autres, des zones d'intérêt, je me retourne moi vers l'Asie, je vais m'occuper effectivement de l'Amérique et de faire que l'Amérique est sans dépenser. Est-ce que ça peut aller sans dépenser des sommes folles pour l'Ukraine? Est-ce que ça peut aller, à votre avis, au moment où effectivement les chefs d'État et de gouvernement européens vont se réunir en session extraordinaire, en conseil extraordinaire, pour dire voilà ce qu'on va faire pour l'Ukraine et en tout cas vis-à-vis de la Russie, en même temps, lui, il va voir Poutine d'ici 2 semaines ou 3 semaines, je parle de lui, Trump bien sûr. Et en même temps, on nous dit ici, vous avez entendu, il faudra, et un certain, président de banque a dit, il faudra puiser dans l'épargne des Français pour soutenir l'effort de guerre.
clair, hein. C'est même pas une question d'impôt, c'est une question de puiser dans l'épargne des Français. Ça va quand même très loin. Est-ce que, à votre avis, ça reste de l'ordre du gonflement de biceps et du jeu des effets de manche, ou effectivement ça peut déboucher de part et d'autre sur autre chose? Ça peut déboucher sur autre chose. J'ai beaucoup travaillé il y a des années sur un rapport concernant le bail-in. Pour nos auditeurs, le bail-in, c'est quand on va saisir des avoirs de petits porteurs pour payer la dette de banques, d'État. Ouais. Chypre avait été ruiné à cause des emprunts grecs et l'Union européenne n'avait pas été solidaire et on avait enraciné la fameuse loi Sapin. Hein, on va pouvoir ponctionner en 24 heures pendant la nuit. Hein. Moi, j'ai une amie chypriote qui avait gagné cet argent tout à fait honnêtement. C'était pas des oligarques russes, comme on a dit. Ouais, elle a perdu... de nuit, 2 millions d'euros. Elle a perdu toutes les économies de sa famille dont elle avait hérité. Eh bien, on nous prépare à ça. Quand je parle à des banquiers, ils me disent très souvent, bientôt, l'idée de l'Union européenne, c'est de supprimer le liquide pour l'hypercontrôle par les traçages, etc. Ouais. Et bientôt, nous préparer à ce que les riches soient ponctionnés s'ils ne veulent pas. Effectivement, on ne va pas augmenter les impôts, mais d'ailleurs, on nous l'a annoncé hier, on a dit qu'il faudrait que les milliardaires participent à l'effort de défense, qu'ils donnent une partie de leur... Vous verrez, dans un temps pas si lointain, on nous préparera des ponctions. Dans la nuit, on se réveillera, on a tout ce qui sera au-dessus de 100 000 euros, parce que c'est la loi, au-dessus de 100 000 euros, si ce n'est pas un compte société, si ce n'est pas des titres, mais un compte courant, on pourra vous prendre ce qui dépasse 100 000 euros. Alors, il y a beaucoup de gens parmi nos auditeurs qui vont me dire, tant pis pour eux, moi, je n'ai même pas 20 000 euros, je les comprends. Mais pour celui qui a mérité beaucoup bien sûr, et qui a travaillé toute sa vie et qui a fait tout ce qu'il y avait à faire, bien sûr, et ils sont nombreux. Absolument. Donc, on nous prépare à des ponctions sur nos remises en question de la liberté et de propriété. D'ailleurs, l'idée de prendre les avoirs russes et non pas uniquement les intérêts ou de s'en servir pour des garanties, pour des prêts pour financer la défense, c'est déjà le début d'un vol. Mais imaginez les autres pays du monde qui ne sont pas très démocrates. Ils ne voudront plus placer dans la zone Europe. Bien sûr. L'Europe va devenir une zone qui est synonyme de confiscation d'avoirs et non sécurité juridique. Donc pour vous, Alexandre Delval, au fond, aujourd'hui, on voit cette espèce d'extraordinaire renversement et bouleversement. En fait, est-ce que l'Europe n'est-elle pas en train, enfin l'Union européenne, disons, et l'Angleterre aussi, en l'occurrence, qui n'appartient plus à cette UE, n'est pas en train de quoi? D'essayer, c'est une fuite en avant pour l'Europe, c'est quoi? Non, je pense que l'ennemi russe, qui est réel pour certains pays comme l'Ukraine, et je ne dis absolument pas, mais qui n'est pas réel pour les pays de l'OTAN et de l'Union européenne, reste un ennemi, ce qu'on appelle un vrai ennemi pour les uns, pas pour les autres, mais un ennemi utile qui permet de justifier des réductions de liberté, des réductions d'acquis sociaux, des réductions en général de droits et une démocratie qui va de plus en plus définir. Vous savez qu'en géopolitique, nous on définit l'ennemi comme celui qui attaque votre territoire, votre population et vos institutions. La nouvelle dérive, c'est de dire l'ennemi, c'est déjà celui qui pense pas comme vous et qui distille des petits venins idéologiques qui vont réveiller des cinquièmes colonnes. Mais si on prend ce critère, l'Algérie est encore plus l'ennemi, il faut lui déclarer la guerre. La Turquie, qui alimente plein de communautés de loups gris et de miliguluches et plein d'organisations totalement hostiles à nos valeurs, c'est un ennemi. On pourrait parler aussi du Pakistan, des frères musulmans. On pourrait parler de l'Amérique, qui pendant des années a fait de l'ingérence et avec la NSA... Des coups d'État et des renversements de régime. Oui. Pardon ? Non, ils ont fait des coups d'État et des renversements de régime. Jeffrey Sachs en a dénombré une centaine. Si on définit l'ennemi comme celui... Pardon, je vous ai coupé. Si on définit l'ennemi celui qui influence votre opinion politique, n'empêche que l'opinion, il est content d'avoir voté pour Georgescu en Roumanie. On l'a pas obligé. TikTok a favorisé les espaces où on entend le discours de Georgescu, mais comme l'a dit Vance, les gens ont aimé ce discours. Donc, c'est pas forcément antidémocratique. Si on définit l'ennemi comme celui qui va faire un peu d'influence chez vous, alors on en a plein des ennemis, à commencer par les Américains, par les Anglais, à commencer par... Non, mais là on part dans des dérives. Tout à fait, on part dans des dérives complètement folles. Alexandre Delval, on va continuer d'en parler. Merci beaucoup. On va suivre toute cette actualité et on va notamment la suivre avec vous parce que effectivement commence ici et depuis quelque temps une nouvelle ère. Les plaques tectoniques sont en train de bouger à toute vitesse et qui vivra verra. On espère qu'on vivra en tout cas pour le voir. Merci.